Des palmiers, des oliviers, un village médiéval, le peintre Monet a tout simplement été émerveillé par l'endroit. Nous irons sur ses traces. Premier voyage, le nord-ouest de l'Italie. Nous y allons avec Claude Monet. Sur la Riviera, le peintre a employé une expression « paradis terrestre ». C'est dire si la Ligurie lui a plu. Monet, en Italie, c'est notre première invitation au voyage. C'est une terre où les douces collines se mélangent à la mer, la Riviera italienne. On la surnomme aussi la petite Californie de l'Italie. De Vintimille à Sanremo, on dirait un immense jardin avec au milieu des stations balnéaires huppées. Monet, le peintre originaire de la région parisienne, y trouve une luminosité méditerranéenne et une végétation luxuriante. 1883, déjà célèbre, il se rend jusqu'à Gênes. Fasciné par les couleurs, il décide de revenir seul quelques mois plus tard dans la première des grandes cités balnéaires de la côte italienne, Bordighera. Une commune typique de cette région de Ligurie, à flanc de montagne, alors en pleine construction. S'il ne reste aujourd'hui que peu de choses de la ville que découvre Monet, un parc municipal situé à 2 pas de la mairie permet d'approcher la réalité encore quasi rurale de cette Bordighera de la fin du XIXe siècle. Monet a une attente très forte en arrivant ici. Il est convaincu de pouvoir faire quelque chose de nouveau. La végétation est extraordinaire. Il y a des couleurs que l'on ne peut trouver qu'ici, notamment ce rose et ce bleu, qu'il n'avait jamais utilisés avant. Monet décide de venir seul. C'est un voyage personnel. Il demande bien à son marchand d'art de ne pas dire à ses collègues qu'il est là, car il veut être concentré sur son travail et sur la nature de Bordighera. À la fin du XIXe siècle, lorsque Monet arrive, Bordighera vit un âge d'or. Les riches Anglais commencent à y venir en villégiature. Le peintre s'installe au cœur de la vieille ville, dans une pension où il côtoie d'autres artistes. Monet se promène avec son chevalet à la recherche de paysages à immortaliser. Il tombe sur de magnifiques villas, comme celle face à la mer du célèbre architecte de l'Opéra de Paris, Charles Garnier. Mais autant le style que la vie mondaine qui s'y déploie ne sont pas à son goût. Dans sa villa, Garnier accueillait à cette époque beaucoup d'intellectuels et d'artistes français. Il était devenu une sorte de catalyseur du tourisme des Français. Monet trouve l'architecture de Garnier classique. Alors il se démarque et jette son dévolu sur une autre villa, à quelques centaines de mètres de là. Entouré par une végétation touffue, au milieu d'un jardin que Monet qualifie de paradis terrestre. Elle lui permet d'exprimer son goût pour les couleurs vives et d'imprimer son style. Monet a été fasciné par cette villa, par l'exotisme et l'orientalisme du Mirador, qu'il a d'ailleurs retranscrit dans ses peintures. Mais il a représenté cette demeure en la peignant depuis l'un de ses côtés, et non de face, pour montrer son opposition au style de Charles Garnier, qui incarnait le passé, le style Napoléon III. Monet, lui, voulait représenter la nouveauté, l'impressionnisme, les nouveaux courants de cette époque. Si l'œuvre traduit le goût de Monet pour la nature de la région,
elle est aussi une variation autour de l'un de ses thèmes privilégiés, celui du jardin. Le peintre ne va pas se contenter de son exploration de la station balnéaire. Il s'aventure à l'extérieur de la ville. Il marche sur le sentier qui arpente les collines des hauteurs de Bordighera jusqu'à ce lieu sauvage qui le captive par sa beauté abrupte, la vallée de Sasso. Le séjour de Monet, ça s'est passé entre janvier et avril 1884, donc c'était l'hiver-printemps, et justement c'était la saison où les fleurs, où les couleurs explosent. Et donc cette lumière méditerranéenne qui révélait cette nature unique, extraordinaire, pour lui a été le défi le plus important de son séjour en Ligurie, sûrement. Ici, il a trouvé les palmiers dattiers avec ces dattes de couleurs différentes. Il a trouvé des arbres de fruits pendant l'hiver avec leurs fleurs, amandiers, pêchers, citronniers, orangers. Il a trouvé les mimosas, tout mélangé dans un même endroit, donc qui pour lui représentait une vraie découverte de merveilles. C'était vraiment comme entrer dans une forêt où on n'arrive plus à s'orienter. Aujourd'hui, j'ai encore plus travaillé, 5 toiles. Et demain, je compte en commencer une 6e. Ça marche donc assez bien, quoique ce soit bien difficile à faire. Ces palmiers me font damner. Et puis, les motifs sont extrêmement difficiles à prendre, à mettre dans la toile. C'est tellement tout fou partout. C'est délicieux à voir. Monet aime les jeux de lumière. Mais dans cette région, la lumière change très souvent. Alors, afin de saisir ces effets fugaces, il s'adonne à un procédé de peinture qui lui est cher. Ici, dans la vallée de Sasso, il a pour la première fois expérimenté la technique de la peinture en série. Le même sujet, mais pendant différents moments de la journée. Justement, la vallée de Sasso, c'est effet de matin, effet de soleil, il part d'effet. Il choisit ce cadre, un des endroits où la végétation est la plus foisonnante. Dans la même journée, il l'a peint plusieurs fois et produit cette magnifique série intitulée « La vallée de Sasso ». Il avait besoin, pour pouvoir la peindre, d'un point de repère. Il devait trouver un point de vue qui lui permette de retrouver les mêmes effets dans les différents moments de la journée. Donc il a trouvé cette bâtisse, la tour de garde pour le contrôle des pirates. Il a trouvé la scène du fond avec les lignes des collines qui se croisent, les 2 palmiers qui se croisent devant la bâtisse, qui allaient aider la composition. Il dit que son art aurait besoin de diamants et de pierreries pour rendre ce qu'il voit. Parce que pour Monet, le but essentiel, c'était de transmettre son impression, ce qu'il était en train de voir, plongé dans la nature et dans la lumière. Sa quête d'authenticité ne s'arrête pas là. Il s'en va trouver refuge dans l'arrière-pays. Parti tôt le matin sur une voiture à cheval dans la vallée de la Nervia, passé les oliviers et les palmiers, il découvre alors un endroit aux antipodes de ce qu'il a vu à Bordighera, le village de Dolceacqua, surplombé par un château construit au XIIe siècle. Qualche giorno dopo, à Bordighera, arriva una tempesta di vento. Un jour, il y a une grosse tempête à Bordighera. Monet vient alors dans ce village, dans les montagnes, où il se dit qu'il sera à l'abri. Dès le premier jour, il réalise 2 toiles très abouties. Il les montre le soir à des amis anglais qui sont subjugués par le travail qu'il a réalisé. En fait, Monet a été très inspiré par l'aspect médiéval du village, avec ce grand château massif et quelque part très statique. Cette architecture imposante frappe le peintre.
pour la première fois dans son séjour italien, il se concentre sur la pierre. Au Moyen-Âge, Dolceacqua était le lieu où l'on contrôlait les marchandises qui transitaient par cette côte ligure, d'où l'édification de ce château censé donner une image d'autorité et de puissance. Je ne pense pas qu'il est inspiré par l'aspect historique de ce village. Ce qui lui plaît ici, c'est l'aspect formel. À Bordighera, il a pris l'habitude de peindre des paysages, en utilisant uniquement les éléments architecturaux, pour donner la dimension du cadre. Alors qu'à Dolceacqua, c'est le contraire. Vous voyez, la nature est mise au second plan. Il ne s'en sert que comme ornement. Mais ce qui a vraiment inspiré Monet se trouve en bas du village. Le Ponte Vecchio, pont à voûte unique de 33 mètres bâti au XVe siècle, qui permet de relier les deux parties de Dolceacqua. Le peintre est saisi par la silhouette aérienne du pont en dos d'âne. Il signe ici 4 toiles magistrales, avec à chaque fois le pont au premier plan. La caractéristique principale de ce pont, c'est qu'à sa base, il est assez large, mais qu'il devient plus étroit en son centre. C'est cela qui amplifie l'effet dynamique du tableau. C'est probablement ce qui plaît à Monet. Il parle de ce pont comme d'un joyau de légèreté. Il y a une opposition entre ce pont, si aérien, dont la voûte semble voler, et le fond, où il y a cette roche gigantesque surmontée d'un château. Le tout forme un ensemble proprement singulier. Monet se prend de passion pour ce coin de Ligurie. Lorsqu'il est ici, il écrit une lettre à sa compagne pour lui dire qu'il a vu quelque chose d'extraordinaire. Et il lui envoie des photos du pont de Dolceacqua, lui expliquant quelle merveille c'est. C'est ce site qui donnera lieu à la toile la plus célèbre du séjour de Monet en Ligurie, le pont de Dolceacqua, une des premières du peintre mettant en avant un élément d'architecture. Rentré à Giverny, Monet reviendra à ses fondamentaux, la nature des bords de Seine. Mais le peintre aura gardé de sa parenthèse italienne un goût certain pour les vieilles pierres, comme lorsqu'il peindra des années plus tard son pont japonais, et une nouvelle palette, indissociable des paysages enchanteurs de cette côte de Ligurie.